Au Québec, sous nos yeux, la transition change d'échelle. Une nouvelle force est à l'œuvre. Cette force unie. Dans chaque collectivité, elle rassemble les acteurs du milieu qui sont déjà en mouvement pour la transition. Et elle rallie ceux qui veulent s'y engager. Ensemble, ils tracent la route qui conduit à la société post-carbone de demain, plus juste, plus résiliente. Cette force structure l'action. Propulsée par le dialogue social, elle prend les défis de la transition à bras-le-corps, un territoire à la fois, un système à la fois. Elle ancre l'action dans des défis concrets, des cibles claires, des plans d'action coordonnés. Elle ne laisse personne derrière. Cette force crée une nouvelle normalité. Elle rend visibles les solutions qui existent déjà. Elle rend imaginables celles qui attendent d'être inventées. Ce faisant, elle laisse entrevoir un monde redevenu viable. Elle donne de l'espoir. Cette force, c'est le projet Collectivité Zen du Front commun pour la transition énergétique. Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. Je m'appelle Léa Hilardo, je vais animer notre événement ce midi et donc je vous souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent en ce moment. Merci vraiment d'être avec nous de façon virtuelle ce midi. Donc, nous sommes réunis pour le lancement du projet de collectivité zen du Front commun pour la transition énergétique. Avant de commencer cet événement, je voudrais qu'on prenne un moment pour prendre conscience et reconnaître en fait que les terres où nous menons nos activités en ce moment font partie des territoires traditionnels des nations Ganyang et Aga, Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Mi'kmaq, Wendat, Abenakis, Wolastoqiyik, Eyu, Naskapis et des Inuits. Je me trouve moi-même à Tiohtià:ke, Montréal, en territoire Ganyang et Aga. Nous aimerions rappeler que l'énergie qu'on utilise présentement pour tenir cette rencontre virtuelle, elle nous est fournie grâce à des barrages hydroélectriques qui, bien qu'ils nous fournissent une énergie qu'on considère propre, sont situés sur des territoires où des peuples autochtones subissent des impacts bien concrets sur leur mode de vie. Donc, en tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est plus que temps, en fait, de parler ouvertement de ces injustices commises et donc de travailler ensemble à construire un destin commun où il sera plus nécessaire, en fait, de lutter pour les droits des peuples autochtones, mais où ceux-ci seront d'emblée reconnus. Donc, nous tenons vraiment à saluer, en fait, les luttes des premiers peuples partout sur le territoire pour défendre les eaux, les forêts, les milieux humides et le sous-sol. Et je vous encourage, le Front commun, nous vous encourageons, tout le monde ici, à en apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la résistance autochtone ici et sur l'ensemble du territoire. Donc, merci beaucoup. Le lancement en live aujourd'hui, il est enregistré et donc il sera rendu accessible par la suite en fait sur d'autres plateformes comme YouTube avec un sous-titrage en français et en anglais. Donc on espère ainsi que grâce à ça, notre événement sera rendu accessible au plus grand nombre et on compte bien améliorer en continu nos pratiques d'accessibilité. Donc, je suis très heureuse que nous soyons réunis aujourd'hui pour ce lancement du projet Collectivité Zen. Donc, Zen qui veut dire zéro émission nette. Et donc, c'est d'action climatique qu'on parle ici. Et en fait, d'une initiative plutôt originale d'action climatique. Donc, pour nous en parler, j'aimerais d'abord accueillir deux membres du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique. Donc, Dominique Bernier et Bilal Tabachout. Dominique est conseillère en éducation pour un avenir viable au service de l'action professionnelle et sociale à la Centrale des syndicats du Québec, donc la CSQ. Donc, pour commencer par le commencement, Dominique, est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte, en fait, qu'est-ce que le Front commun pour la transition énergétique? Bonjour Léa, oui, bien sûr, ça va me faire plaisir. En fait, le Front commun pour la transition énergétique, c'est un vaste regroupement qui a été créé en 2015 pour faire face à l'urgence climatique puis placer devant en fait l'inaction des gouvernements. Ça regroupe, quand je dis que c'est un vaste mouvement, on parle d'un mouvement qui regroupe 5 grandes mouvances québécoises, soit le mouvement environnemental, les groupes citoyens, le monde syndical, le monde étudiant aussi, ainsi que le monde communautaire. Donc, au total, ce sont plus de 90 organisations qui sont réunies au sein du Front commun pour la transition énergétique et qui représentent, si on met leur membership tous ensemble, ça représente plus de 1,8 million de personnes. Donc, c'est un mouvement inédit dans l'histoire du Québec, mais c'est aussi un mouvement qui est assez unique au monde, un mouvement d'une aussi grande ampleur dans une nation. Et
dès le tout départ, le Front commun pour la transition énergétique s'est doté de critères d'une transition porteuse de justice sociale, parce qu'au-delà de la transition énergétique en tant que telle, ce qu'on souhaite, c'est ne laisser personne derrière au travers de tout ça aussi. Donc, le Front commun considère que les crises sociales, environnementales et économiques sont interreliées et qu'il faut les aborder de front afin de s'assurer, comme je le disais auparavant, que personne ne soit laissé derrière et qu'il soit vraiment un moteur de la justice sociale. Ouais, merci beaucoup pour tes explications. Et donc, en 2019, le Front commun a lancé un projet qui s'appelle Québec Zen. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Le projet Québec Zen, c'est vraiment un projet phare pour le Front commun. La toute première étape, c'est un projet en 2 étapes. La toute première étape, c'est en fait la création d'une feuille de route vers la carboneutralité du Québec. Ça, c'est un projet collectif d'une envergure inégalée pour nous, qui a rassemblé des centaines de personnes qui toutes et tous ont contribué, en fait, pour élaborer cette démarche-là et aborder les différents aspects d'une transition porteuse de justice sociale. Donc, il y a 14 thématiques qui sont abordées dans la feuille de route. On parle du bâtiment, on parle de la politique, on parle du travail, de l'agriculture. Je les nommerai pas toutes, mais c'est vraiment un document très, très complet qui vise à nous donner une vision de ce dont pourrait avoir l'air un Québec carboneutre, ainsi que la marche à suivre pour y arriver et les écueils à éviter aussi dans le processus. Donc, c'est un travail d'une très grande envergure qui a vraiment pris plusieurs mois, mais qui donne un résultat consensuel très intéressant, qui a été salué aussi par beaucoup de gens. Puis là, on en est rendu à la deuxième phase du projet Québec Zen, qui est le passage à l'action par le biais des collectivités zen qui sont lancées aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique. Donc, c'est ça, la première phase, c'était la rédaction de cette feuille de route. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est réunis justement pour le lancement de cette deuxième phase, donc le projet Collectivité Zen. Et donc, avec nous, pour en parler, on a donc Bilal, qui est aussi membre du comité de coordination du Front commun, et aussi coordinateur du GRAM, le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement. Donc, Bilal, tu connais vraiment bien le projet des collectivités zen, car le GRAM est coporteur d'un des premiers chantiers, celui de la Chine. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se cache derrière ce nom collectivité zen? Oui, effectivement. Derrière collectivité zen, on retrouve collectivité zéro émission nette. Donc, l'objectif du projet, c'est de réunir l'ensemble des organisations d'un même territoire. Elles peuvent venir de tous les secteurs. D'ailleurs, c'est privilégié. On essaie d'aller toucher tous les secteurs. Avec l'objectif d'éliminer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises sur le territoire. Actuellement, il y a plusieurs initiatives qui se développent au Québec pour réduire les GES. On entend souvent parler de carboneutralité. Nous, notre objectif, c'est pas de remplacer ces initiatives-là, mais plutôt de les rassembler. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'unir les différents groupes d'un même territoire pour avoir une approche structurée. D'ailleurs, le projet, on le décrit souvent comme une démarche structurée de transition juste vers la carboneutralité. Puis je parle beaucoup de territoires et ces territoires-là, comment ils vont être définis? Ils vont être définis par les collectivités elles-mêmes. Donc un territoire, ça peut être une municipalité, ça peut être un arrondissement, une MRC, une région. Par contre, ce qui va unir l'ensemble des collectivités, c'est que on va viser des mesures qui sont structurantes, donc qui vont changer des systèmes en entier. Par exemple, notre manière de manger, notre manière de nous déplacer, notre manière d'occuper le territoire. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est commun à l'ensemble des collectivités. Puis ce que j'aimerais rajouter, c'est que chaque collectivité, aujourd'hui on en lance 4, mais il va y en avoir d'autres qui vont suivre année après année. Et donc chaque collectivité va pouvoir profiter des expériences de d'autres collectivités dans d'autres contextes ailleurs au Québec. Puis ce que j'aimerais aussi ramener, c'est que notre objectif, c'est de rassembler le maximum de monde, une grande diversité de monde. Premièrement, parce que les enjeux sont globaux, même s'ils sont à l'échelle d'un territoire, et aussi parce qu'on souhaite ne laisser personne derrière. Donc, d'où l'importance d'avoir une transition qui est porteuse de justice sociale.
Ouais, justement, en fait, par rapport à ça, c'est vraiment un enjeu central, en fait, dans l'essence du Front commun, je dirais, et puis même au sein du projet des collectivités zen, cette importance de la justice sociale, en fait, quand vous parlez de ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, effectivement, au Front commun, on a une analyse qui est assez spécifique, puis je vais essayer de la présenter. Chez nous, la justice sociale, c'est central. On considère qu'on vit une crise climatique qui touche l'ensemble de la population. Par contre, les conséquences de cette crise climatique-là, elles ne sont pas distribuées de la même manière partout dans la population. On peut penser notamment aux populations marginalisées ou tout simplement aux personnes qui n'ont pas les moyens d'éviter les conséquences de la crise climatique. Donc, pour nous, la transition écologique, c'est aussi une transformation sociale. Donc, notre objectif, effectivement, c'est le zéro émission net, mais un principe très important pour nous, c'est également la réduction des inégalités environnementales, sociales, économiques. Puis pour nous, c'est un enjeu c'est un enjeu de distribution, d'inégalité, mais c'est aussi que lorsqu'on va penser à notre projet, lorsqu'on va le monter, lorsqu'on va en discuter, on veut que toutes les voix puissent s'exprimer, peu importe d'où elles viennent. Et donc, nous, par exemple, à la Chine, on accorde une très grande importance à l'inclusion du milieu communautaire. Parce que souvent, le milieu communautaire va toucher à des enjeux qui peut-être, nous, dont on n'est pas conscient, mais qu'on considère très important à insérer dès le début de la démarche. Puis on va pouvoir en voir d'autres exemples aujourd'hui dans les autres collectivités également. Merci beaucoup, Bilal. Ah, c'est bon. Donc, c'est ça. D'ici 3 ans, en fait, le Front commun prévoit lancer 12 chantiers de transition vers des collectivités zen, à raison donc de 4 par année. Et aujourd'hui, on annonce officiellement les 4 premiers chantiers qui sont en fait déjà en action. Donc, Climaction la Chine, porté par le GRAM, et Imagine la Chine Est, dont Bilal vient juste de nous parler. On a aussi Laval zéro émission nette, porté par Laval en transition et le Conseil régional de l'environnement de Laval, donc le CRE de Laval. On a aussi le chantier zen de la région de Québec, porté par Transition Capitale Nationale. Et enfin, le chantier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, porté par le Grand Dialogue régional pour la transition socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 4 autres chantiers sont en gestation pour l'an 2 du projet. Donc, à Ahuntsic-Cartierville, en Outaouais, en Montérégie et dans les MRC de l'Assomption et de Dautrey. Donc, une vision ambitieuse, des grandes idées, une envie d'opérer un changement systémique. Eh bien, il y a des groupes dans 4 territoires qui ont relevé ce défi pour la première année du projet Collectivité Zen. Donc, j'accueille la représentante du chantier de la région de Québec, Lucie Bergeron, pour comprendre un peu mieux comment concrètement, en fait, cette vision de la transition, elle se met en place dans différents territoires. Donc, bonjour Lucie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour vous, finalement, comment s'est traduit la mise sur pied d'un chantier vers une collectivité zen dans la région de Québec et, en fait, finalement, quel est votre objectif? Oui, ici à Québec, dès l'automne 2019, il y avait une volonté de rassembler les forces régionales pour aller vers une transformation sociale plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Et puis, la feuille de route du projet Québec Zen, dont nous avons suivi l'évolution de la version 1.0 à la version finale 2.0, nous est apparue comme un guide incontournable pour aller vers cette voie. Alors, le chantier Zen ici à Québec, comme tu disais, c'est porté par Transition Capitale Nationale, mais dans notre démarche, on a aussi rassemblé d'autres groupes, d'autres partenaires comme les Amis de la Terre de Québec, Voix citoyenne, Nature Québec, Crac Bitume et le collectif La Ville que nous voulons, mais aussi des citoyens et des citoyennes naturellement. Et tous et toutes, nous voulons aller vers un but commun qui est de réduire les émissions carbone ici à Québec dans la région. Mais tout ça, comme on a dit tantôt, avec une vision d'inclusion et de justice sociale. À Québec, il y a déjà beaucoup de groupes qui sont actifs, qui s'activent et dont les actions sont très positives, que ça donne des résultats. Mais il faut faire attention parce que pour 3 pas qu'on fait en avant, des fois, on en fait 2 pas en arrière et ça se traduit dans des émissions carbone qui sont assez stables ou qui augmentent au Québec. Alors, pour
pour s'assurer que cela n'arrive pas, il faut coordonner nos actions, avoir un plan d'action coordonné qui fait qu'on va pouvoir avoir une feuille de route régionale qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Waouh, ça c'est un bel objectif ambitieux. Mais donc concrètement, c'est quoi les premières étapes en fait à entreprendre pour créer ce chantier et atteindre un jour, on l'espère, la carboneutralité? Ben, je te donnerai des exemples concrets. Par exemple, il y a des organismes qui s'occupent d'agriculture urbaine, de compostage, de réduction du gaspillage alimentaire, qui peuvent nourrir notre feuille de route en nous donnant un portrait de la région assez précis et en nous disant les actions à entreprendre ou à renforcer. Par exemple, Chauffe ta bouffe des Amis de la Terre, Crac Bitume et Voix citoyennes ont été dans cette direction-là. Nature Québec peut nous donner un portrait de la biodiversité dans la région, ainsi de suite. Mais aussi, il y a des organismes qui nous, ponctuellement, viennent nous nourrir dans le sens qu'ils viennent nous donner un portrait. Par exemple, Accès Transport Viable nous a donné le portrait du transport dans la région de Québec et nous a indiqué les actions efficientes à entreprendre pour atteindre nos objectifs de ce côté-là. Il y a les citoyens et les citoyennes aussi qui viennent donner leur savoir expérientiel et de mobilisation qui sont très importants. Aussi, dans la région, on a quand même recensé plus d'une centaine d'organismes qui peuvent participer à ce grand chantier. Puis ces organismes-là, ils ont développé une expertise dans un ou plusieurs thèmes de la feuille de route. Ils peuvent nous nourrir eux autres aussi. Et puis, ils peuvent participer à cette grande transformation sociale qui va nous amener vers une collectivité plus juste, plus résiliente et surtout plus viable. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais inviter tout le monde de tous ces organismes-là à participer à ce grand chantier-là. Et je veux inviter particulièrement la nation Huron-Wendat qui est sur le territoire et qui nous permet d'être sur ce territoire-ci. Et puis, je me dis que c'est en réunissant tous ces savoirs accumulés que la transition juste vers la carboneutralité va pouvoir devenir un grand rêve réalisé. Merci beaucoup. Merci Lucie pour tes explications. Merci. Donc, voilà, maintenant on en sait un peu plus sur finalement le visage que peut prendre une collectivité zen dans la région de Québec. Donc, on va se déplacer de quelques centaines de kilomètres en fait au nord pour aller voir au Saguenay comment une autre collectivité a été mise au monde. Et donc, avec moi pour en parler, j'ai Anouk Nadeau-Farley et Yann Segers qui sont représentants et représentantes du Grand Dialogue pour la transition socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et donc porteurs du chantier zen au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, bonjour Yann, j'aimerais que tu me parles un peu de l'origine de votre projet à vous, finalement, de la création de votre chantier. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous présenter le Grand Dialogue avec Anouk. Merci Léa. Merci au Front commun aussi. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici du Saguenay-Lac-Saint-Jean et vous parler. Alors, nous, d'où on vient? On vient d'un immense et grand territoire, magnifique territoire qu'on appelle depuis quelques centaines d'années le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais il a porté dans l'histoire plusieurs noms différents et il s'appelle aussi le Nitassinan, qui est un nom porté par les Pequagami Inuit, c'est-à-dire les Inuits du lac Saint-Jean, ou comme l'aimait l'appeler Serge Bouchard, le peuple Ria. Alors, d'où on vient? On vient sur ce territoire-là sur lequel on cohabite, mais on vient aussi d'un constat que Bilal a très bien résumé tout à l'heure, qu'on appelle les multicrises, c'est-à-dire on a entendu et on se met en action par rapport à cet appel, ou ce constat en fait sans appel qui nous vient des différents scientifiques, de plusieurs mouvements sociaux, d'acteurs sociaux pour s'engager activement dans un processus ou dans des processus de transformation sociale et écologique. Donc ça, on le sait, c'est maintenant qu'il faut s'engager là-dedans. Par contre, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez, notre histoire récente, elle est vraiment une histoire qu'on pourrait appeler de développement techno-industriel. On a des immenses paysages, mais dans ces paysages-là, il y a encore l'industrie forestière, beaucoup d'énergie qui se produit sur ce territoire-là, l'industrie de l'aluminium. Donc, c'est une histoire qui est vraiment parcourue par cette espèce de développement techno-industriel. Et pour beaucoup dans la région, pour beaucoup de personnes dans la région, c'est un peu la seule solution, quelque part, pour être capable de
maintenir notre région vivante, une région éloignée, entre guillemets. Hein. Et c'est pour ça, et cette espèce de développement techno-industriel a fait de nous une espèce de région ressource. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'appelle, une région ressource. Et c'est ce qui rend un peu normal dans toute cette histoire-là que un projet comme GNL débarque dans la région et qu'il soit comme plus ou moins apprécié par certaines personnes. Mais donc, c'est pas tout le monde qui, évidemment, est d'accord avec ce genre de projet et il existe toute une autre manière, éventuellement, de développer la région avec un autre type de récit que ce récit ou cette histoire-là techno-industrielle. Et peut-être que là, on pourrait passer quelque part d'une région ressource à quelque part un territoire en transition. Et c'est un peu ça notre idée, c'est-à-dire que à partir de l'union de différentes forces, hein, de ce moteur à réaction là, qui a été provoqué avec GNL, on s'est dit ça, c'est pas suffisant. On peut s'opposer parce que c'est important de le faire et que c'est nécessaire, mais en même temps, il faut aussi proposer quelque chose. Et le grand dialogue est né de cette idée-là. Il faut qu'on puisse proposer quelque chose, donc ce qu'on appelle, nous, un nouveau récit pour le futur proche, pour être capable de penser autrement que ce récit techno-industriel-là, et aussi d'ancrer tout ça dans une feuille de route, en fait, que Anouk va vous parler dans quelques instants, mais qui nous permettrait, nous, d'aligner, en fait, les différentes forces de transition dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur ce fameux grand Nitassinan. Donc, en fait, on se dit qu'on a tout ce qu'il faut sur le territoire, on a des humains extraordinaires, on a un territoire majestueux, on a des organisations, on a des lieux communs, on a des visions qu'on peut porter, on est même en train de développer une archéologie du rêve, et ça pour faire du lien, pour être capable de se mettre dans l'action et connecter ce qu'on appelle nos marges, connecter les marges, pour se mettre donc en transition. Merci beaucoup, Yann. C'est super inspirant. Excuse-moi, je m'entendais un petit peu en double. C'est bon, tout fonctionne. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que dans votre démarche, puis dans toutes les démarches finalement, mais là, on le voit bien dans ce que tu dis, puis Anouk, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus, mais celle du chantier finalement du grand dialogue, votre démarche, elle se passe beaucoup sur le fait d'unir finalement les différents acteurs et actrices dans une démarche de démocratie participative. Et donc, Anouk, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cet aspect de votre démarche justement? Ben oui, Léa, en effet, c'est ensemble qu'on s'est dit, on le fait. En ce moment, notre mobilisation, c'en est une qui est citoyenne, qui se fait de 1 à 1. Notre modèle est représenté par une métaphore forestière. En fait, on est parti d'une idée. Fait que c'est la germination qui a été pensée par une dizaine de personnes qui sont issues de divers horizons. Puis, on a lancé le projet de Grand Dialogue dans l'espace public le 1er octobre dernier. Fait que les personnes qui étaient déjà acteurs et actrices de la transition sur le territoire nous ont rejoints, puis il y en a plusieurs qui nous suivent de près. On parle actuellement de quelques centaines de personnes, dont environ 80 qui sont concrètement impliquées dans nos 6 cercles de travail que vous pouvez voir à l'écran, donc qui composent notre modèle de gouvernance, qui s'inspire de différentes structures participatives et démocratiques. C'est ce qu'on appelle notre cotylédon. Depuis le 22 avril, on propose en fait à l'ensemble de la population de la région de rêver notre région en participant à des activités de dialogue sur 21 thématiques qui vont toucher nos vies individuelles et collectives, puis qui peuvent contribuer au nécessaire changement social et écologique. Par exemple, notre travail, nos loisirs, notre nature, donc une variété de thématiques comme ça. Ici, on parle du déploiement des ramures. Donc, on souhaite ensuite élargir de plus en plus nos horizons et rallier les diverses organisations, institutions, les mouvements citoyens, les milieux de travail, les milieux de vie. On veut vraiment y aller village par village, quartier par quartier. Donc ça, c'est le feuillage qui va être mené à prendre part et à participer, à développer au courant des prochaines années notre vision collective dans l'ouverture et la considération de la diversité des réalités qui alimentent un réel dialogue. Donc, au final, c'est la forêt en entier qu'on veut transformer. C'est le territoire où se déroulent nos vies dans sa variété d'écosystèmes sociaux comme écologiques. Donc, c'est au travers de ces ateliers-là qu'on a mis en place, qui se déroulent actuellement en ligne, qu'il y a des pistes de solutions puis des pistes de réflexion qui vont permettre la construction de différentes collectivités zen au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont être distinctes selon les différentes réalités. La transition socio-écologique, on est en train de l'expérimenter concrètement au Saguenay-Lac-Saint-Jean en apprenant au jour le jour à la créer à travers de notre véhicule qu'on s'est donné, qui est le grand dialogue. On a vraiment réfléchi l'idée de la transition sociale et écologique en pensant le territoire en entier de notre région.
Je pense qu'un de nos plus grands défis, c'est certainement de rejoindre le plus grand nombre de personnes pour faire un réel dialogue en considérant la diversité des réalités sociales et écologiques, ce qui veut dire d'inclure vraiment tout le monde. Ça inclut aussi les clubs de 4 roues puis de motocross. La vision commune qu'on veut se développer au travers des activités de dialogue va permettre de faire émerger des propositions d'action pertinentes et concrètes pour nous dans la région, qui va composer notre feuille de route régionale à co-construire sur un horizon qu'on s'est donné d'une dizaine d'années. Notre objectif avec tout ça, c'est vraiment de produire des changements systémiques, de changer d'échelle. Puis pour y arriver, on sait que se rejoindre au mouvement des collectivités zen avec le Front commun prend tout son sens. Parce que c'est en ralliant nos forces dans la région, mais aussi à l'échelle de la province et plus encore qu'on peut y arriver. Merci beaucoup, Anouk. Je trouve qu'avec vos témoignages, là, on voit bien que chaque chantier, finalement, a son approche unique, mais que dans tous les cas, finalement, la démarche, elle place en son centre la coalition, finalement, le rassemblement de divers acteurs actifs au sein de chaque territoire. Et pour atteindre justement ce grand objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre. Mais en fait, finalement, le projet des collectivités zen, il s'arrête pas juste là. Il vise aussi à mailler les différents intervenants et intervenantes avec des acteurs nationaux, notamment les grandes organisations qui sont membres du Front commun pour la transition énergétique et le milieu de la recherche universitaire aussi, en plus de certains organismes partenaires qui jouent aussi un rôle important dans la transition socio-écologique. Et donc, derrière ce projet de collectivité zen et derrière le Front commun, il y a une foule d'organismes membres et de partenaires qui jouent un rôle essentiel finalement dans ce grand projet-là. Et donc, je vous invite à regarder une brève vidéo qui donne la parole à ces groupes indispensables finalement pour découvrir le projet collectivité zen à travers leur regard. Le projet Collectivité Zen, c'est un projet qui nous incite à tous nous mettre ensemble pour faire la transition et la rendre visible. Pour moi, le projet Collectivité Zen, c'est vraiment une mise en commun des diverses actions qui sont entamées par différents acteurs. C'est un projet qui est fait pour et par les personnes qui habitent dans un territoire. Nous, notre mandat, c'est la liaison, donc la mise en relation, c'est la veille, c'est le transfert de connaissances. Afin de rendre ce territoire carbone neutre selon les besoins. Quand on réfléchit à l'état du monde, ça peut faire peur. Mais moi, là, où est-ce que j'habite? Où est-ce que je travaille? C'est ça, mon coin de pays. C'est vraiment un exemple inspirant de solutions et de communautés qui se mettent ensemble pour les appliquer, qui montrent que c'est possible de changer le monde. Penser la transition écologique et puis poser des actions dans toutes ces collectivités-là. Ce qui distingue le projet Collectivité Zen des autres projets de transition qu'on voit émerger un peu partout au Québec, c'est que le projet, d'abord, il s'appuie sur une feuille de route. C'est cette référence à la feuille de route. Donc, avec la feuille de route sur laquelle on a travaillé depuis 2 ans, ça a été l'occasion de constater que la transformation, ça concerne tout le monde, à tous les niveaux. Ça permet aux gens d'agir, ça permet de pas juste subir les nouvelles de transformation et l'anxiété que ça implique. La grande force du projet Collectivité Zen, c'est d'avoir été développé pour et par la base, en synergie, en connexion avec les acteurs du terrain, mais avec une diversité d'acteurs de tous les secteurs, que ce soit les secteurs syndicats, que ce soit les fermiers, les agriculteurs, que ce soit les gens spécialisés dans l'énergie, les ONG évidemment, les Premières Nations. Une collectivité zen, c'est tout simple. Si on se met ensemble, avec la nature, avec les animaux, on est capable de se faire un coin de pays qui va être magnifique. C'est pas compliqué, mais c'est de l'ouvrage. Parce que faut se parler et il faut s'écouter pour se comprendre. Mais c'est merveilleux. Donc, ce qu'on comprend, c'est que des organismes du milieu se mettent en action pour unir les différents acteurs et actrices clés et la population d'un territoire autour d'un projet commun de transition juste vers zéro émission nette, avec des chercheurs et chercheuses et des organismes nationaux qui s'unissent pour fournir toute l'aide possible. Donc, c'est quand même massif et pas mal impressionnant. Mais donc, on peut se demander comment, en fait,
tout ce monde-là s'y prend pour élaborer et déployer des plans d'action qui sont coordonnés. Et donc, pour répondre un peu à cette question, puis en apprendre plus, on se déplace à Laval avec Élodie Morandini pour découvrir ce que cette porteuse du chantier de Laval a à nous dire là-dessus. Donc, salut Élodie. Bonjour Léa. Alors, pour présenter rapidement le chantier Lavalden, en fait, il est porté par le Conseil régional d'environnement de Laval, donc où je travaille, qui est un organisme qui a 25 ans d'expérience, et par le regroupement citoyen Laval en transition. Mais on n'est pas seul, on a été chercher des partenaires et pas des moindres, puisque on a avec nous la ville de Laval. On a aussi Laval Innov, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, et d'autres organismes de secteurs différents comme Canopé, le réseau des bois de Laval, l'Université de Montréal, campus de Laval, et le Collège Montmorency. Finalement, la mobilisation régionale pour l'action climatique qui est au cœur du projet est vraiment structurante. Elle vise à déployer une stratégie, un plan d'action collectif, inclusif, ambitieux et surtout rassembleur. Il s'inscrit vraiment dans la lignée de la vision stratégique urbaine de nature, en concordance avec le plan de lutte au changement climatique, mais aussi le plan d'adaptation au changement climatique de la ville de Laval. Mais il vient aussi faire écho aux priorités de relance économique portées par Laval Innov et toutes les priorités environnementales de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et finalement, ça fait aussi écho à toutes les préoccupations d'autres acteurs. On peut citer le centre de services scolaires de Laval, on peut citer le pôle d'économie sociale régional de Laval, et on peut aussi le CI 3S, qui est aussi très impliqué dans le développement durable. Finalement, c'est l'occasion rêvée d'ancrer une convergence des volontés et des actions climatiques et écologiques à Laval. Ouais, c'est génial, mais est-ce que tu peux me décrire un peu plus à quoi ça va ressembler, en fait, finalement, votre démarche pour réussir à travailler de manière structurée avec tout ce monde-là? Alors, c'est sûr qu'on va suivre la feuille de route. Donc, on a à peu près 4 grandes phases. D'abord, rassembler les forces vives du territoire dans une gouvernance partenariale collaborative. Ensuite, on veut effectuer un diagnostic à 360 de l'action climatique et des émissions de GES sur le territoire pour vraiment comprendre quelles sont nos priorités et où sont les actions qui sont déjà menées et celles qui sont à mener. Et finalement, co-construire avec les partenaires un plan d'action vers la carboneutralité et la mise en œuvre du plan sur plusieurs années, avec toujours un processus vraiment de suivi et d'évaluation de ce qu'on va mettre en place, parce que l'idée, c'est vraiment, au fil de l'eau, de savoir est-ce qu'on peut corriger, vers où on s'en va. C'est vraiment d'avoir ce regard critique aussi. Et ce qu'on veut mettre aussi en place à Laval, c'est aussi 2 semaines d'action climatique participative pour que aussi les gens puissent se parler, échanger et puis rayonner à travers le Québec aussi. En termes de temps, on imagine que le dévoilement du plan d'action se ferait à l'automne 2022 et les premières actions entreprises à peu près à l'hiver 2023 pour un premier bilan 6 mois après, donc à peu près au printemps 2023, mais avec des actions bien évidemment qui vont se poursuivre au-delà. Et ce qui est primordial, c'est que tout au long du projet, on va vraiment essayer de sensibiliser tous les acteurs afin d'impliquer vraiment une diversité d'acteurs. Donc, on parlait de la culture, on parle de l'économie sociale, on parle des établissements d'enseignement. Vraiment, ils ont déjà été approchés, mais on veut vraiment les impliquer encore plus et peut-être aller en chercher d'autres tout au long du projet. Wow, c'est génial, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se mettre en œuvre parce que c'est vraiment un gros travail que vous menez. Donc, merci beaucoup, Élodie. Donc, maintenant, pour le dernier, mais non le moindre, on va découvrir le chantier de Lachine. Et avec moi, j'ai Jean-François Lefebvre. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre chantier. Donc, comme le disait Élodie, finalement, il y a une bonne partie du travail qui consiste à rassembler, mais également à structurer les acteurs et les actions à l'aide d'un plan. Et de votre côté, à quoi elle ressemble votre démarche finalement? Bien, en fait, notre plan va découler du fait qu'il y a à Lachine un certain nombre de projets très, très structurants qui sont en train de prendre forme et que si on les bonifie puis on les intègre, on a une opportunité pour repenser la ville. Bon, je m'explique. Depuis presque une quinzaine d'années, il y a des pressions, des démarches qui sont faites pour avoir un tramway et c'est en train de se réaliser dans le sens que le retour du tramway à Montréal va se faire par la ligne centre-ville-Lachine du projet de ligne rose de la mairesse Valérie Plante. Donc, premier élément. Deuxième élément, il y a eu en fait il y a en 2015 un premier développement résidentiel d'un nouveau projet de redéveloppement dans cet ancien site industriel qui avait été autorisé
c'est 10% seulement de l'ensemble de ce qui va devoir être développé sur le site. Mais cette première phase avait été autorisée sans consultation publique, sans mesures environnementales, sans mesures sociales, logements sociaux, rien. Okay, à ce moment-là, c'était un électrochoc. Et cet électrochoc a permis, en fait, de revoir les choses, d'avoir une nouvelle implication citoyenne. Et il y en a découlé en mars 2019 le sommet de la Chine-Est, donc un colloque régional sur la ville de demain, où on a eu 200 participants. Il y a eu 6-5 organismes de la Chine et la Coalition Climat Montréal qui ont été impliqués dans l'organisation. Et tout ça, ça a amené un revirement à 180 degrés de la part de l'ensemble de la communauté et de l'administration municipale. Et avec la nouvelle administration municipale, la nouvelle mairesse de la Chine, Mme Maya Vodanovic, on est parti comme j'ai dit, d'une absence de consultation publique à un processus où c'est toute la communauté qui est impliquée pour pouvoir faire la conception de ce qui va devenir l'écoquartier de la Chine-Est. Donc, vous avez le tramway, l'écoquartier de la Chine-Est, vous avez un parc industriel important également. Tout ça dans un contexte où, suite au colloque, il y a eu une entente entre la Chine et Strasbourg, donc de partenariat pour l'accompagnement de l'écoquartier. Et cette démarche-là, elle est faite, oui, avec notamment avec Imagine la Chine-Est, le GRAM, Concertation de la Chine, l'arrondissement de la Chine et le Conseil régional de l'environnement de Montréal, pour nommer ceux-là. Donc, pour conclure, en fait, ce qu'on a à la Chine, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un laboratoire avec ce nouveau quartier de 12 000 habitants qui va être créé, avec le réaménagement des transports. On a tout ce qu'il faut pour faire un laboratoire sur comment on peut réussir la transition en milieu urbain. Merci beaucoup. Merci Jean-François, c'est super intéressant. Donc moi, là, maintenant, on a fait un tour d'horizon de tout ce qui se trame dans nos 4 chantiers et qui se mettent en marche finalement dès cette année. Donc, pour ajouter un peu plus de perspective à ce qui se prépare pour l'année prochaine, je retourne à nos membres, acteurs nationaux et partenaires finalement pour entendre dans leurs mots comment ils voient leur implication dans ce projet et comment on a tous finalement, toutes et tous, un rôle à jouer au sein de ce grand projet. Dans les recherches que je mène, je m'intéresse à la fois aux freins ou aux moteurs qui nous font progresser vers une crise climatique encore plus profonde. Et je m'intéresse aussi aux moteurs de changement, aux facteurs qui pourraient nous faire dévier de cette trajectoire, je dirais, catastrophique, puis nous amener sur une trajectoire plus viable. Donc, je suis Éric Pinault, je suis professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, puis j'accompagne depuis à peu près 18 mois le Front commun sur la transition énergétique. Pourquoi est-ce que c'est important de mailler les acteurs nationaux et territoriaux? D'abord, pour des raisons que les acteurs nationaux peuvent parler avec d'autres acteurs nationaux. Ils vont avoir des grandes lignes, ils savent qu'est-ce qu'on a à faire. Mais les gens qui le font vraiment, ce sont les gens sur le territoire. C'est eux qui sont les mieux placés pour comprendre leurs enjeux, pour identifier des solutions. Mais il y a différentes composantes, il y a différentes susceptibilités, il y a des contradictions, il peut y avoir des chicanes. Il y a quand même un mouvement dans le sens où il y a un paquet de monde, d'initiatives qui visent un même résultat. Je pense que le rôle des organisations nationales dans ce projet-là, c'est de donner confiance aux acteurs sur le terrain, de les réseauter puis de les aider. Les organismes communautaires, c'est une grande historique de lutte sociale puis de mouvements sociaux, qu'on peut jouer un rôle d'influence. Il y a des contre-pouvoirs aussi face au gouvernement. Pour le monde syndical, ça va de soi qu'il faut opérer la transition. Le projet Collectivité Zen nous permet vraiment de co-construire l'avenir dans lequel on veut vivre. La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, on y met de notre temps et de notre énergie parce qu'on croit que c'est ensemble qu'on va faire la transition. Travaille ensemble à construire le futur dont on a besoin. C'est le défi de l'heure. Une transition est impérative. Nous sommes nous-mêmes des agents des changements. Si c'est pas tout le monde qui se sent concerné, on peut pas avoir un vrai changement. Comment faire une machine à changer le monde? Il est certain qu'on a beaucoup à apprendre de la proposition de Collectivité Québec Zen. Parce que la situation, ça urge.
Donc, le but des chantiers de transition vers des collectivités zen, c'est de créer des milieux de vie, des milieux et des modes de vie où les modes de vie destructeurs, finalement, ne sont plus valorisés, où ils vont être considérés comme anormaux. Donc, on essaie de déplacer la frontière de ce qui est considéré comme normal vers ce qui n'est plus normal, finalement. Et à l'inverse, des milieux de vie où... au contraire, finalement, les modes de vie qui respectent les capacités de la planète deviennent, eux, en quelque sorte, la nouvelle normalité. Et donc, j'ai avec moi Éric Pinault, qui est membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, chercheur associé à la chaire de recherche UQAM en transition écologique. Donc, Éric, est-ce que tu peux nous parler justement de cette nouvelle normalité et de la manière dont, finalement, on peut réellement parvenir à générer... comment faire pour la générer, cette transformation de la société, finalement? Oui, absolument. Bien, on vient de voir que peut-être un élément de base pour définir cette nouvelle normalité, c'est de se mettre en mouvement. C'est de se mettre en mouvement dans des territoires de manière très ancrée. Et c'est de se lancer dans des transformations qui sont pas juste remplacement de technologie par un autre, mais qui impliquent quand même un bouleversement assez profond de nos modes de vie, de la manière dont on travaille, de la manière dont on se déplace, de la manière dont on envisage nos loisirs. Donc, c'est des transformations qui renvoient une transformation qu'on dit, une transformation culturelle profonde avec des répercussions sur plein de plans, sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut comprendre que chez Québec Zen, on a cette idée que il faut entreprendre une transition qui est une réduction de notre empreinte matérielle, qui est une réduction de ce qu'on demande à la planète. Et c'est vraiment à l'encontre de toute la dynamique des 100 dernières années où tout a été basé sur la croissance exponentielle. Et donc là, l'idée de progrès, c'était toujours plus d'énergie, toujours plus de matière qui était nécessaire pour nos modes de vie. Et tout ça doit être renversé. Et en plus, cette transition est d'autant plus exigeante qu'on la veut juste. C'est-à-dire qu'on veut pas, comme on n'arrête pas de le dire, laisser personne derrière, mais en plus, on va en profiter pour réparer un ensemble d'injustices que notre développement, que le dit progrès matériel a commis, que ce soit vis-à-vis des premiers peuples, que ce soit vis-à-vis des moins nantis d'entre nous. Donc, c'est une transformation, pas juste sur le plan de notre mode de vie, mais c'est une transformation aussi dans la manière dont on comprend la justice, puis dans la manière dont on pense la solidarité. Donc, pour nous, l'idée, c'est cette nouvelle normalité, ben, c'est comment savoir s'arrêter, comment arrêter un certain nombre de choses, comment changer de direction, puis comment descendre notre métabolisme, qu'on dit, la manière dont on consomme l'énergie puis la matière à l'intérieur de limites. Puis là, on a identifié dans la feuille de route des moteurs qu'on doit désamorcer, des choses, des obstacles. Et dans cette nouvelle normalité, mais ces obstacles-là, on doit les surmonter. On sait, par exemple, que le développement de la technologie, c'est pas la solution, la panacée. Ça fait partie des solutions, mais c'est pas une solution. On sait qu'une culture économique axée sur les profits, la croissance, c'est un obstacle. Et donc, il faut changer notre culture économique. On sait qu'on doit repenser nos institutions économiques de base, comme l'entreprise, l'emploi, le travail. La manière dont on mesure la richesse, la manière dont on compte ce qui est la richesse, il faut complètement revoir ça. Nos attentes individuelles quant à la consommation, la manière dont les plus privilégiés de la société entrevoient leur niveau de vie, ben on sait que c'est pas compatible avec les limites écologiques. Donc, il faut revoir ce qui est être riche, ce qui veut dire vivre une plénitude. Nos circuits économiques qui dépendent de productions qui se font ailleurs, qui externalisent leurs coûts sur d'autres sociétés, il faut complètement les défaire et renouer notre économie en l'ancrant dans le territoire, en bâtissant ces circuits courts dont on n'arrête pas de parler depuis qu'on est rentré dans la COVID. Mais là, il faut y aller de manière concrète. Puis ça va prendre des nouvelles façons de comprendre la production, des nouvelles façons de penser l'investissement, des nouvelles manières de partager le travail, de partager aussi la production, ce qui se fait dans le milieu de travail puis ce qui se fait hors du milieu de travail. Donc, une nouvelle conception aussi de l'activité productive, de revaloriser les activités productives à l'extérieur du monde du travail. Puis ces transformations-là vont demander de la planification. Puis la planification qu'on va devoir faire à l'échelle des territoires, ben, si elle n'est pas démocratique, on n'aura pas l'adhésion des gens. Et donc, il faut repenser notre démocratie pour avoir de la démocratie économique. Puis il y a un front vraiment important qui est le front des investissements. Il
faut arrêter de penser l'investissement comme des capitaux qui viennent de l'étranger puis qui débarquent dans un territoire puis qui s'imposent. Il faut plutôt penser l'investissement comme quelque chose qui émerge des collectivités et qui est planifié démocratiquement, qui fait l'objet de délibérations collectives et qui génère de l'égalité. Parce que ça, c'est l'aspect, je dirais, le plus important. Puis finalement, tout ça, ça doit s'ancrer dans le territoire, puis les collectivités font partie de cet ancrage. Il faut que ça se fasse à l'échelle des villes, des régions, des quartiers, des villages. Changer la base énergétique de la société pour se maintenir à l'intérieur des limites de la carboneutralité, c'est pour moi une refondation de la société, de notre mode de vie, de l'économie de la société. Et il faut profiter de cette refondation-là aussi, puis je termine là-dessus, dans cette nouvelle normalité qui s'en vient pour revoir nos relations avec les premiers peuples, pour les développer, les rebâtir. Moi, je parle de nouvelles alliances basées sur la réparation, la régénérescence et la reconnaissance. Donc, c'est un peu ça pour moi la nouvelle normalité qui est à venir. Merci beaucoup, Éric. Ça aide vraiment à penser finalement ce changement-là et aux différentes avenues possibles finalement vers le changement. Et donc, ça donne espoir aussi que le projet des collectivités zen, il est bel et bien sur la bonne voie. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. On arrive maintenant bientôt en fait à la fin de notre événement. Si tout ce que vous venez d'entendre vous a inspiré et vous a motivé à participer à ce mouvement vers la transition, vous pouvez en fait vous inscrire pour être tenu au courant de l'évolution du projet Collectivité Zen en cliquant sur le formulaire qui est ajouté à l'instant en commentaire. Avant de terminer, j'aimerais en fait finalement laisser les quelques mots de la fin aux représentants du comité de coordination donc, qui était avec nous au début, donc Bilal. Bilal, en quelques mots, quel message finalement le Front commun aimerait laisser aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui? Oui, tout d'abord, s'il y a un message principal à amener, c'est qu'aujourd'hui, on vous présente le début de l'aventure Collectivité Zen. On ne vient pas avec des réponses toutes faites, on vient plutôt avec des idées et une proposition, la proposition de penser, de discuter, puis de construire la transition. Notre objectif, c'est de considérer premièrement les différents contextes qui existent au Québec, puis aussi de ne laisser personne derrière. En fait, pour nous, c'est une opportunité pour nous et pour vous de vous engager avec et pour vos communautés. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait également vous présenter une série de manières que vous aurez de vous impliquer avec nous. Donc tout d'abord, si vous vivez, travaillez dans une des collectivités qu'on a présentées aujourd'hui ou que vous désirez plutôt la soutenir, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des contacts des chantiers qui ont été présentés aujourd'hui sur le site du Front commun, donc pour la transition énergétique.org. Une autre manière de nous aider, c'est notamment en faisant des dons qui iront directement au projet. Donc, pour ce faire, il y a l'adresse pour la transition énergétique.org/dons. Puis aussi, il existe plusieurs autres manières de vous impliquer. Peut-être qu'il y a même des manières auxquelles vous pensez et que nous, on n'a pas encore pensé. Et donc là, on vous encourage vraiment vivement à nous contacter à l'adresse email qui va s'afficher, donc info@pourlatransitionénergétique.org. Et je finirai en disant au plaisir de vous engager avec nous et de nous engager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Bilal. Donc voilà, pour terminer, c'est à moi de vous remercier toutes et tous d'avoir été avec nous ce midi. Nous tenons également aussi à prendre un moment pour remercier nos partenaires financiers qui ont rendu possible ce démarrage de ce grand projet-là. Donc, le Front commun pour la transition énergétique remercie la Caisse d'économie solidaire, la coopérative financière des entreprises collectives au Québec, la Fondation Beati, la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation familiale Trottier pour leur soutien. Et évidemment, on remercie tous les membres du Front commun qui font Front commun pour avancer vers un futur viable et juste. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie vraiment d'avoir été des nôtres. On a très hâte de faire grandir ce projet des collectivités zen avec vous. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager largement cet événement autour de vous, la nouvelle, l'information, pour que finalement ce projet-là prenne de l'ampleur et que un jour peut-être, on l'espère, on puisse dire que dans le Québec en entier, nous sommes une grande collectivité zen. Bonne fin de journée et à bientôt.